il y a eu Lucrèce, je l'ai beaucoup dit, je lui ai même consacré un livre qui s'appelle La Conversion et qui est sous-titré Vivre selon Lucrèce. C'est vraiment le coup de foudre que j'ai eu à l'université quand j'entre et que je découvre Gerfagnon. J'ai 17-18 ans et je découvre qu'il y a une pensée matérialiste qui est très articulée et qui peut faire le pendant à une pensée chrétienne. Je suis chrétien de formation, mais je ne crois pas en Dieu. Je crois à la morale et je me dis, mais sur quoi peut-on accrocher la morale si Dieu n'existe pas? Et ce livre-là a été majeur pour moi. Ensuite, il y a eu Montaigne, bien sûr, qui a été majeur, c'est une espèce de philosophe antique en pleine Renaissance. Et puis, il y a eu Nietzsche pour l'antichristianisme, pour l'athéisme plutôt. Proudhon, pour la question politique, qu'est-ce que la propriété? Et puis Freud, qui m'a ouvert des horizons sur la question de la libido, de la sexualité, de la sensualité. Alors après, j'ai découvert qui était véritablement Freud, mais j'ai découvert la psychologie avec lui, on dira. Donc on dira effectivement Lucrèce, Montaigne, Nietzsche, Marx, Proudhon et Freud. Alors, il faut trouver quelque chose à mi-chemin du pire qu'est la philosophie comme façon de vivre le New Age ou comme une espèce d'art de vivre en disant, je sais pas quoi, la philosophie pour les nuls qui va vous permettre de régler les problèmes de votre divorce, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le pire de la philosophie tout de suite. C'est le développement personnel, d'une certaine manière. C'est la tendance développement personnel de la philosophie. Une petite phrase de Spinoza, une petite phrase de Montaigne, une petite phrase de Sénèque, et puis ça va vous permettre de vivre avec des pervers narcissiques, ou ça va vous permettre de vivre le burn-out, ou ce genre de choses. Ça, je pense que c'est une vraie catastrophe. Et puis l'autre catastrophe, c'est le monde universitaire qui a décidé que pour simplifier Spinoza, il fallait le compliquer, ou n'importe qui, il fallait le mettre en tranches, changer les tranches, et faire des bouquins sûrs, raconter que la pensée d'eux digne que ceci, que cela. On se dit, il n'y a aucun intérêt, il vaut mieux aller lire 10 pages de Nietzsche qu'un livre sur Nietzsche qui fait 500 pages. Donc il faut éviter le développement personnel, il faut éviter les universitaires qui sont un peu des singes savants sur cette question-là, et faire de telle sorte que la philosophie puisse être populaire. Moi, je crois vraiment à cette idée qu'on devrait pouvoir donner à la philosophie le rôle que jouait la morale jadis à l'école, c'est-à-dire permettre de répondre à des questions concrètes, pas seulement le burn-out et les personnalités toxiques ou ce genre de choses, mais juste dire la vie, l'amour, la mort, le temps, l'argent, etc. Ce sont des questions et elles trouvent leur réponse dans un certain nombre de philosophes qui sont les philosophes des sagesses existentielles. Donc, rétrécir un petit peu le champ philosophique en disant il y a une poignée de philosophes qui sont essentiels et lisez-les, ça vous permettra de mieux être et de mieux vivre. À Jean Kelevitch, à qui on posait la question à quoi ça sert la philosophie, il disait à rien. On peut vivre sans, mais c'est quand même beaucoup mieux de vivre avec. Non, pas du tout. Je suis toujours athée. Et je l'étais au moment du traité d'athéologie, je le suis toujours. Et il y a des gens qui ont du mal à comprendre qu'on puisse être un athée tranquille, pour utiliser une expression de Deleuze. Et moi, je ne suis pas un athée qui a besoin d'insulter Dieu, qui a besoin d'insulter les croyants, qui revendique le blasphème. Moi, je crois à la possibilité du droit au blasphème, mais je crois surtout au devoir de ne pas blasphémer. Donc oui, évidemment, on peut blasphémer Dieu si on veut. Pourquoi pas? On ne va pas l'interdire, parce qu'à ce moment-là, c'est la porte ouverte à des totalitarismes divers et multiples. Mais je pense que le mieux, c'est le devoir de ne pas blasphémer. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je ne rentrerai pas chaussé dans une mosquée, je ne rentrerai pas sans kippa dans une synagogue, et je ne jouerai pas avec l'eau bénite dans une église, par exemple, parce que je pourrais dire, bah non, mais je crois à rien de tout ça, donc je peux bien me moquer de tout ça. Et mon droit, c'est de me moquer, je ne crois pas. Et donc les gens n'ont pas beaucoup compris que quand on était athée et qu'en même temps on avait du respect pour les gens qui vivaient leur foi, on pouvait toujours être un athée. C'est-à-dire que j'ai écrit un livre qui s'appelle La stricte observance, parce que je suis allé passer quelque temps dans un monastère après avoir lu La vie de Rancé de Chateaubriand, sur place, là où Chateaubriand était allé. Et on a dit, oh là là, Onfray, il est en quête de Dieu, peut-être même cache-t-il le fait qu'il soit devenu lui-même catholique ou je ne sais quoi. Et je suis allé aussi à la Grâce, à l'abbaye de la Grâce, où j'ai écrit un texte qui va paraître, qui s'appellera Patience dans les ruines, qui est une réflexion sur les sermons d'Augustin sur la décadence. Mais je ne suis pas du tout en quête de Dieu, je n'ai pas trouvé Dieu, je ne le cherche pas non plus. Je ne suis pas de ceux qui disent « Ah là là, si la grâce pouvait me toucher, etc. » Je n'aspire pas à ça. Je dis simplement que nous sommes dans une période de fin de civilisation judéo-chrétienne
et qu'il y a l'avènement d'une autre civilisation, notamment la civilisation islamique musulmane qui, elle, est en pleine force et en pleine forme, et c'est tant mieux pour eux. Et je n'ai rien contre l'islam, j'ai contre le fait que nous ne soyons pas capables d'avancer nos propres valeurs et d'être sur un combat de valeurs. J'ai rien contre les gens qui disent on veut remplacer vos valeurs, mais j'ai contre ceux qui disent laissons tomber nos propres valeurs. Donc j'ai un souci civilisationnel à l'endroit de la civilisation chrétienne qui fait que je n'ai pas changé d'avis, je suis toujours athée. Mais je pense que la civilisation je sais pas quoi, des images, ou des bistrots, des terrasses, des jolies femmes avec des jupes courtes, du désir, du libertinage, du marivaudage, enfin tout ce qui a fait la civilisation, de la peinture, de la musique, de l'iconographie, etc. Je trouve que cette civilisation est formidable et qu'il faut la défendre contre tous ceux qui veulent éventuellement l'attaquer. Donc je ne crois pas en Dieu, je crois simplement que cette civilisation qui s'en va et qui va disparaître, c'est dans l'ordre des choses, elle a produit quand même de magnifiques objets, à tous les sens du terme, des objets esthétiques, mais des objets culturels, des objets civilisationnels. C'est ce qui fait que j'écrivais dans le traité d'athéologie que je n'avais rien contre les agenouillés, mais que j'avais contre les agenouilleurs. Donc ce qui me gêne, ce n'est pas les gens qui croient, c'est les gens qui nous forcent à croire. Oui, plusieurs livres. Je pense que j'en ai un petit peu parlé dans la masterclass, c'est-à-dire que Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, par exemple, c'est un excellent exercice de style, de réflexion au sens étymologique, de flexion sur soi-même, de savoir qui l'on est, ce que l'on pense, ce que l'on doit, à qui, aux ancêtres, etc. L'inscription dans un temps, etc. Donc les pensées pour moi-même. Les lettres à Lucilius de Sénèque, ça c'est très important. Cette façon qu'a Sénèque de s'adresser à un élève et de lui raconter simplement, bon, c'est accessible par tout le monde, pas besoin d'avoir fait des études de philosophie pour lire les lettres à Lucilius, et puis on peut en lire régulièrement, comme ça, tous les jours, un peu comme un bréviaire, et il y a des réflexions sur la vie, l'amour, la mort, l'amitié, le temps, autrui, la méchanceté, la nature humaine, enfin ce genre de choses. On peut lire le manuel d'Épictète aussi, qui est un grand moment de réflexion sur ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, sur le fait qu'il faut accepter ce qui ne dépend pas de nous, et qu'il faut en revanche être intraitable sur ce qui dépend de nous. Par exemple, le fait que je doive mourir, je ne peux rien faire contre ça, mais en fait, je peux faire quelque chose contre le fait que la mort soit présente dans ma vie et m'angoisse au quotidien. Donc le manuel d'Épictète raconte un peu tout ça. On peut aussi ajouter la lettre à Ménécée d'Épicure. Il y a 3 lettres qui nous restent d'Épicure, Ménécée, Hérodote et Pythoclès. Les 2 autres, Hérodote et Pythoclès, concernent la physique, la construction de la matière ou ce genre de choses. On peut laisser ça de côté, mais la lettre à Ménécée donne des trucs, mais vraiment des trucs, sur la question de la mort, sur la question de la souffrance, sur la question de la douleur, sur la question d'amitié, enfin vraiment des trucs existentiels. Et ça, c'est vraiment très important. Et je pense qu'au-delà de la période antique, on ne trouve pas vraiment grand-chose de très intéressant pour l'estime de soi ou la construction de soi. Alors le dernier philosophe antique, c'est Montaigne, en plein XVIe siècle, donc les Essais. Et là, je me permets de conseiller l'édition de Combeau, de Bernard Combeau, de mon ami Bernard Combeau, qui nous a fait une magnifique édition de Lucrèce avant de mourir, une belle traduction de Lucrèce. Oui, il y a Lucrèce aussi, de la nature des choses. Et Bernard Combeau nous a fait une belle édition de Lucrèce, dans une prose, une traduction incroyable qui respecte la métrique de l'époque. Et Montaigne qui reprend tout ça, c'est-à-dire qui est probablement le premier des modernes, mais le dernier des antiques ou des anciens. Après, c'est difficile de dire lisez l'éthique de Spinoza à des gens dont le métier n'est pas la philosophie, c'est très compliqué, c'est très scolastique, les attributs, les essences, les postulats, les axiomes, etc. C'est un peu compliqué pour un résultat qui sera un peu difficile. Et si je cherche, même Nietzsche, que j'aime beaucoup, je ne le conseillerais pas parce qu'il est rempli d'explosifs et il est facile de faire des mauvaises lectures et des mauvaises interprétations de Nietzsche. Donc restons à la philosophie antique et là on a vraiment une bibliothèque, la bibliothèque d'une vie. Alors la célébrité, c'est d'être reconnu dans la rue, d'avoir des gens qui nous demandent des selfies, des chauffeurs de taxi qui nous disent des choses gentilles parce qu'ils ont reconnu notre voix, notre visage, je ne sais quoi. Donc il y a quelque chose de touchant
pour moi, d'avoir des témoignages de retour de ce que j'ai pu faire, de plein de gens qui me disent vous m'avez changé la vie. J'ai entendu un jour un cours de vous à France Culture, avant que je ne m'en fasse mettre à la porte. Je vous ai vu un jour à la télévision, j'ai acheté un livre, puis j'ai lu tout ce que vous avez fait, et puis j'ai changé ma vie parce que ça a produit des effets dans mon existence. Donc ça, je suis très reconnaissant aux lecteurs qui me disent ce genre de choses. D'abord, je suis reconnaissant aux lecteurs de me permettre de vivre de ma plume aussi. C'est ma liberté, je la leur dois. Et donc, plus on écrit de livres, plus on vend de livres, plus on est libre d'écrire ce qu'on veut et d'être libre, justement libre d'être libre. Et ça, c'est important. Et puis il y a la part maudite, je dirais, de la célébrité qui fait que, évidemment, surtout en France, si vous réussissez, vous êtes un salaud, un fumier, une ordure. Les réseaux sociaux permettent avec l'anonymat ce genre de choses, une espèce de vomissement permanent et perpétuel, un ego qui vous passe dessus tous les jours. Moi, il se fait que je lis jamais ces choses-là, donc je lis pas la presse qui me concerne. Même les bons papiers, si on me dit il y a un bon papier, je dis très bien, mais voilà. Et les bons et les mauvais papiers me font le même effet, c'est-à-dire que ça me concerne pas. Ça concerne une image que les gens ont fabriquée, mais cette image, moi, je sais que c'est pas moi. Et ce que je sais, c'est que ça augmente la solitude, la célébrité. Ça augmente vraiment la solitude. Ça augmente les malentendus. Le nombre de gens qui sont là par intérêt autour de vous, qui gravitent autour de vous justement par intérêt, ils sont nombreux. Ça réduit un peu la possibilité d'avoir des relations vraies et sincères, d'où l'intérêt d'avoir des amis d'enfance, des amis qui vous ont connus avant, des gens qui vous ont connus avant que vous ne soyez devenus, comme vous dites, célèbres. Mais pour autant, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir des amis d'enfance qui ont mal vécu ce que je suis devenu. C'est un peu la nature humaine, la jalousie, l'envie, etc. J'ai des gens aujourd'hui qui sont très aimables avec moi et qui ont fait savoir quand j'ai publié mon premier livre que c'était un hasard que j'en publie un et que j'en publierai sûrement jamais d'autres et que c'était des petits livres de plage tout juste bons à être feuilletés sur le sable en plein mois de juillet. Moi, j'ai pas oublié ça. J'ai pas oublié tel ou tel. Enfin, je voudrais pas rentrer dans des détails. Ils se reconnaîtraient, mais je veux dire, je n'oublie ni le bien ni le mal qu'on m'a fait. Et pas par vengeance, mais par prévenance, par précaution. Donc, je pense que moi, je ne peux pas dire si la célébrité, comme vous dites, m'a changé. Ce que je peux dire, c'est qu'elle a changé beaucoup de gens autour de moi. Il y a des anciens, enfin des gens qui ont disparu, hélas, récemment, comme Clément Rosset. J'aurais bien aimé que quelque chose soit fait avec Clément Rosset pour qu'on puisse en savoir plus sur lui. Mais bon, c'est un peu facile d'aller chercher les morts. Par exemple, j'aime bien Sylvain Tesson. Je trouve que ce que fait Sylvain Tesson est très intéressant. Il a une plume magnifique, il a une liberté d'esprit incroyable. Euh, il est capable d'avoir des vrais sujets. Pas seulement à partir de lui-même, c'est lui-même qui le raconte en permanence. S'il va chercher la Panthère des Neiges, c'est évidemment après lui qu'il court. Et s'il grimpe à main nue sur des cathédrales, c'est aussi après lui qu'il court. Donc il y a une quête personnelle, mais il y a une plume, il y a une intelligence, il y a une présence au monde. Donc oui, par exemple, s'il faut un nom, ça pourrait être celui de Sylvain Tesson. Alors, je l'ai quitté il y a 20 ans, et quand je l'ai quitté il y a 20 ans, d'abord, j'ai adoré être enseignant. Je l'ai été pendant 20 ans dans un lycée technique, et volontairement, ma directrice de thèse, quand j'ai soutenu ma thèse, m'a proposé d'entrer à l'université, j'ai refusé. Je voulais rester avec mes élèves de lycée technique, et j'ai pas regretté. Et quand j'ai quitté, c'est parce que je faisais des choses à côté qui faisaient que c'était difficile de continuer à être enseignant. Et puis j'avais fait un peu le tour de ce qu'il y a de moins intéressant, c'est-à-dire un certain nombre de collègues, des directions hystériques, des inspections qui ne rimaient à rien, les conseils de classe qui étaient des espèces de pitreries, enfin toutes ces choses-là, je me suis dit, puis les copies, quoi. J'étais prof de philo en lycée technique, ça veut dire que j'avais parfois 9 classes, et 9 classes, ça voulait dire 350 copies à chaque fois à corriger, donc c'était trop, quoi. Ça servait à rien en plus de ça. C'était une espèce d'impasse. Donc moi j'ai aimé l'enseignement, j'ai aimé la transmission. J'ai créé l'université populaire pour pouvoir continuer. Les édiles ont fait ce qu'il fallait pour interdire l'université populaire après, je sais plus, 16-17 ans parce que ça les gênait. Je redémarre, j'en crée une bientôt dans mon village natal parce que j'ai toujours envie de transmettre. Et ce que je peux voir, non plus de l'intérieur, puisque j'ai cessé d'être enseignant, mais ce que je peux voir de l'indigence
d'un peu tout le monde, c'est-à-dire des jeunes journalistes, des gens qui, je sais pas, à CNews ou à BFM ou à LCI, qui travaillent sur des chaînes d'infos continues et dont le métier consiste à taper les bandeaux défilants, qui sont remplis de fautes d'orthographe en permanence. Mais en permanence. Ce sont donc des gens qui ont le bac, un peu plus que le bac, peut-être des écoles de journalisme, et qui font des fautes d'accord, des fautes de pluriel ou ce genre de choses. La façon dont on maltraite la langue, les gens qui confondent qui et qu'il, par exemple, aujourd'hui. Les gens qui utilisent en permanence le mot impacté, concerné, enfin je sais pas, il y a plein de mots pour dire exactement la même chose, mais les anglicismes devenus des noms communs de la langue française, enfin tout ça c'est assez désespérant. La production de la littérature, l'indigence des gens normalement dont le métier devrait être de maîtriser un certain nombre de choses, d'informations, enfin toutes ces choses-là montrent que, c'est pas très original, mais le niveau s'effondre. Mais c'est un peu normal. Si à l'école on a décidé qu'on n'apprendrait plus à lire, à écrire, à compter, à penser, mais qu'on apprendrait à trier les poubelles, à expliquer aux enfants qu'ils peuvent être des filles, qu'ils peuvent être des enfants et qu'il faut aimer la diversité, etc., il est normal qu'à 15 ans ou 20 ans, on ait des gens qui soient très soucieux de tri sélectif, mais qui ne connaissent pas forcément la différence entre le futur et le conditionnel. Et donc, si vous leur dites « je viendrai à IS, je viendrai à I », et qui sont incapables de comprendre que si vous dites « je viendrai avec un S », c'est que c'est inconditionnel et que c'est soumis à condition, et que si vous dites « je viendrai sans S », c'est un futur et que ça vous oblige, ça devient des subtilités que plus personne ne comprend, sauf peut-être les agrégés de grammaire. Existe-t-il encore une agrégation de grammaire? Je ne suis pas très sûr. Mais la culture générale s'est effondrée. D'abord, la vente des livres s'est effondrée. Les libraires sont obligés de constater que, moi, mon premier livre, il date de 89, du siècle dernier. Eh bien, il y avait un lectorat beaucoup plus important. Ce lectorat fond au fur et à mesure. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit le livre se porte bien. Oui, mais enfin, le livre, c'est quoi? BD, manga, livre sur les chiens, les chats, les roses, développement personnel, etc. Oui, d'accord. Si c'est ça le livre, c'est un objet. D'accord. Mais quand on enlève tout ça et qu'on dit vraiment le livre, comment se porte-t-il? Eh bien, il se porte mal. Donc la lecture se porte mal, l'orthographe, la grammaire se porte mal. Les gens qui devraient parler correctement le français, je pense aux journalistes, à la télévision, à la radio, ce genre de choses, le parlent mal. Il y a des fautes, y compris dans les éditions de la Pléiade aujourd'hui. Moi, je suis un fan de la Pléiade. Et il m'arrive aujourd'hui, en lisant des Pléiades, de voir des fautes, quoi. Je me dis, ça n'a pas été relu. Il y a des correcteurs de profession. Moi, je vois bien, mes livres sont corrigés par des correcteurs de profession qui parfois corrigent mon texte alors qu'il n'est pas fautif. J'avais parlé de Descartes dans son poil et on m'a expliqué qu'il était à côté de son poil. Je dis non, il n'est pas à côté, il est dans son poil. Poil, c'est pas seulement l'endroit où on met le bois pour faire le feu. C'est à l'époque, en Hollande, au XVIIe siècle, le poil, c'est la pièce dans laquelle il y a le poil. Eh bien, la personne, correctrice de profession, n'a pas voulu m'entendre et a corrigé malgré moi, c'est-à-dire m'a fait faire une erreur dans un livre que j'ai publié, etc. Cette femme, son métier, c'était d'être correctrice. Bien sûr que non. Je pense que le jour où on est à 2 mètres de la collision avec l'iceberg et qu'on est dans le Titanic, l'idée de dire y a-t-il encore un espoir? L'espoir, c'est qu'il y a une chaloupe sur laquelle vous pourriez trouver une place. Ah, vous avez raison de poser cette question parce que je suis plein de routine. C'est-à-dire que je me réveille en prenant connaissance de toute l'information. Je lis beaucoup d'informations sur ma tablette ou sur mon iPhone. Je photographie les informations que j'utiliserai par la suite dans ce qui devient la Nef des Fous, c'est-à-dire une espèce de recueil de toutes les sottises de l'année. Et je lis des livres au lit, là pour le coup. Petit déjeuner d'abord, je démarre au petit déjeuner, puis après je fais tout ce travail-là. Et après, la douche, le bureau, directement, quand je ne vais pas à Paris pour faire 5 ou 6 rendez-vous dans une journée, etc. C'est vraiment lecture, écriture, travail. Et donc, voilà, je ne s'autocarre pas. Je vis tout seul, chez moi. Je fais ma cuisine, mes courses. Et j'ai besoin de ça. J'ai une régularité, c'est-à-dire je ne fais pas des déjeuners à 15 heures et des dîners à 23 heures. J'ai toujours à peu près les mêmes horaires pour déjeuner et dîner. Et donc tout ça est très rituel. Je vais aux mêmes endroits faire mes courses, j'ai toujours les mêmes fournisseurs, mon pain, mon poisson, etc. Et j'aime les rituels. C'est-à-dire que même quand je suis dans un autre endroit, mon village natal par exemple, j'ai aussi des rituels. Et j'obéis à peu près au même, c'est-à-dire c'est à peu près le même ordre.
Et entre l'organisation du lever, du petit déjeuner, de la douche, de la presse, et puis du travail, où là, pour le coup, je suis habillé, rasé, et à mon bureau, et c'est parti pour une journée de travail, ça suppose effectivement un rituel. Donc, il y a un rituel aussi de prise de notes. J'ai changé de rituel 3 fois dans ma vie pour les prises de notes. J'avais un système à une époque, j'en ai eu un autre à une époque, puis j'en ai maintenant un autre. Alors, pour le coup, il y avait des fiches à une époque, maintenant, il y a des cahiers particuliers. Et j'utilise toujours, j'ai des rituels, j'écris sur la page de droite, sur la page de gauche, mais sur la page de gauche avec une autre couleur, je mets thématiquement ce que j'ai lu, puis sur des feuilles à part, je fais des plans, et puis je fais après avec du scotch des plans qui peuvent faire 3 pages comme ça, extrêmement détaillés, avec des renvois pour... Donc la construction de mes livres procède toujours d'un rituel d'écriture, d'un rituel de composition, et c'est dans le rituel que l'équilibre se fait.